Alors, globalement, je vais essayer de vous expliquer comment, dans ce groupe sur les nouvelles formes d'emploi au labo, on a essayé de prendre la question, et ce qui permet finalement de faire déjà un constat sur où on en est sur le travail et l'emploi. Alors, c'est quoi le travail, c'est quoi l'emploi, c'est quoi la différence? Globalement, moi je pense que pour simplifier, parce qu'il y a 50 000 définitions, mais pour simplifier, l'emploi, c'est un travail qui donne lieu à un contrat de travail, soit un contrat de travail, soit un contrat de service, et qui est rémunéré. C'est ça qu'on appelle l'emploi. C'est du travail officiel. Le travail, c'est de l'activité qui peut être contributive, qui peut être bénévole, qui peut être voilà, mais qui ne va pas être rémunérée. Ou le travail peut être aussi le contenu de l'emploi. Pour prendre un exemple simple, j'emmène ma gamine à l'école, c'est une activité, on peut considérer ça comme du travail de mère de famille. C'est une assistante maternelle qui l'emmène à l'école, c'est un emploi. Donc en fait, c'est le regard de la société sur l'activité et le fait qu'elle donne lieu à rémunération et à contrat qui fait passer une activité au statut d'emploi. Voilà. Donc moi, quand je vais parler d'emploi, je parlerai de ça, c'est-à-dire un travail avec un contrat, qu'il soit de travail, du salaire ou de service du travail indépendant. Ou parfois, quand je parlerai de travail, ça sera aussi le contenu de l'emploi, les tâches concrètes qu'on réalise. Voilà, j'espère que je suis à peu près claire. Alors, nous, on est parti de quelques grands constats sur l'emploi, essentiellement sur l'emploi, et je suis désolée, je vais plus parler de manière générale emploi que travail. Par moment, je vais parler travail, mais je vais beaucoup parler emploi, malheureusement. Et globalement, le grand constat que vous connaissez tous, j'ouvre une porte ouverte, j'enfonce une porte ouverte, c'est que l'emploi se précarise. Et il se précarise de deux manières différentes. Il se précarise au sein du salariat, de l'emploi salarié, donc c'est la multiplication de l'intérim, des CDD, du temps partiel. Bon, c'est assez connu. Il se précarise aussi parce que, en fait, pour la première fois en 2008, le travail indépendant a cessé de diminuer et s'est remis à augmenter. Alors, et ce travail indépendant change totalement de nature. Moi, je pense qu'il faut faire la différence aujourd'hui entre les indépendants classiques, les professions libérales, les agriculteurs qui étaient ceux qui faisaient beaucoup chuter le nombre d'indépendants parce que justement, il y en avait de moins en moins. Les commerciaux de haut vol, les consultants de haut vol, etc., les chefs d'entreprise. Tout ça, c'est les travailleurs indépendants que je vais appeler les travailleurs indépendants traditionnels, classiques. Et puis les nouveaux indépendants, qui sont en général dans le statut d'auto-entrepreneur dont parlait l'une d'entre vous, et qui sont des gens qui ont beaucoup moins, de manière générale, ont fait un choix beaucoup plus contraint, c'est-à-dire que souvent ils ont été poussés à l'indépendance par le chômage, par les incitations de leur entreprise, par la volonté de vouloir s'en sortir et de retrouver une autonomie dans le travail. Enfin, ouais. On peut dire qu'ils ne ressemblent pas du tout aux indépendants traditionnels, que de manière générale, leurs revenus sont beaucoup plus faibles et qu'ils sont aujourd'hui une catégorie en expansion relativement mal connue, mal documentée, mal étudiée, mais qui pose plein de questions très importantes aujourd'hui, et notamment des questions de protection, protection sociale, etc. Parce que le statut d'indépendant est un statut beaucoup moins protégé que le statut de salarié. Ce qui était vraiment la grosse différence entre le statut de salarié et le statut d'indépendance, c'était finalement, on peut dire qu'au fil du temps, le salariat s'est construit sur l'échange, subordination contre protection. La protection étant édifiée petit à petit par la société à travers le droit du travail et financée en partie par l'entreprise à travers les cotisations patronales. Nous aussi, on le finance, les salariés le financent aussi à travers les cotisations salariales. Mais donc, le droit du travail et toutes ces institutions du salariat sont parties d'un grand principe, subordination contre protection. L'indépendance, c'était au contraire l'autonomie.
autonomie contre moindre protection. Alors, je ne vais pas repartir dans l'histoire de la Sécu et tout ça, pourquoi les indépendants sont moins protégés, mais enfin, globalement, ils l'ont voulu au départ. Hein. Aujourd'hui, ils aimeraient bien pas, mais enfin, voilà, il y a toute une histoire. Mais globalement, c'était aussi de cette logique d'indépendance contre moindre protection. Et aujourd'hui, on peut dire que tout ça se brouille, puisqu'on se retrouve avec des salariés très subordonnés et mal protégés, tous les précaires, les salariés précaires, et des indépendants, soi-disant autonomes, mais très dépendants économiquement, et donc qui sont et mal protégés et en fait subordonnés. Donc ces espèces de repères classiques de notre monde du travail sont en train de se brouiller, et voilà, comment est-ce qu'on peut penser cet avenir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut se battre pour qu'on revienne tous dans le moule du salariat? Est-ce qu'il faut tout faire éclater et tous indépendants demain? Où est-ce qu'il faut aller? Voilà, c'est un peu comme ça qu'on s'est posé la question, nous, au labo de l'ESS. Alors, les convictions pour commencer à répondre à cette question, et on n'a pas abouti à la réflexion, hein, donc je vous donnerai que des petites pistes, et souvent des pistes qui sont les miennes, qui ne sont pas encore partagées avec le reste de labo, donc je dirais qu'en mon nom propre. En fait, on a, je crois, une grande conviction, qui je pense est partagée par tout le monde à cette table, c'est qu'on est en train de vivre un changement d'époque. On est en train de vivre l'équivalent d'une nouvelle révolution industrielle. Et que donc, on va vers un nouveau paradigme du travail et de l'emploi. On va vers un nouveau système, lequel, c'est à nous de le construire, mais un nouveau système qui, à terme, devrait remplacer le salariat. Ce qui ne veut surtout pas dire qu'il faut jeter le salariat avec l'eau du bain. Hein. Surtout pas aujourd'hui, c'est le statut qu'on connaît, c'est le plus protecteur. On pense qu'il faut se battre pour, etc. Mais on ne pense pas que ce statut va être le statut du XXIe siècle. On pense qu'on va vers autre chose et qu'à nous d'influencer cette autre chose pour que justement cette autre chose soit un dépassement par le haut du salariat et non pas un précariat généralisé. Alors donc oui, c'est ça, pas de retour aux 30 glorieuses, mais pas d'immobilisme non plus. Assez compliqué. Alors comment penser ce nouveau paradigme? Nous, on s'est dit qu'il fallait qu'on analyse un peu ce qui nous semblait aujourd'hui et pour demain être un emploi-travail, je vais mettre les deux ensemble là, de qualité. Et on s'est dit qu'il y avait 4 grandes caractéristiques. Il fallait un contrat, il fallait du collectif du travail, du collectif de négociation, il fallait de la protection. Et cette protection avait énormément de visages, protection santé, protection retraite, protection chômage, protection accès au logement, protection accès aux prêts bancaires, enfin voilà, toute une série de protections qui peuvent être beaucoup plus larges que simplement les protections qu'on appelle aujourd'hui la Sécu. Et puis la dernière chose, mais qui n'est pas la dernière, qui est le sens. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas ne pas penser le travail comme quelque chose qui doit avoir du sens pour celui qui le fait. Voilà. Et que si on a globalement toutes ces caractéristiques, ces critères, assemblés de manière qui peuvent être différentes de leur assemblage d'aujourd'hui, mais qu'on a besoin de tous ces critères-là pour pouvoir parler d'un emploi-travail de qualité. Alors ensuite, on a commencé à étudier un peu, à chercher s'il y avait aujourd'hui des nouvelles formes d'emploi, quelles étaient ces nouvelles formes d'emploi et est-ce qu'elles réussissaient à réunir ces critères qui nous semblent extrêmement importants. Et en fait, autant vous dire qu'on n'a pas trouvé de nouvelles formes d'emploi qui réunissent ces nouveaux critères, parce que les nouvelles formes d'emploi sont plutôt aujourd'hui des formes qui posent énormément de problèmes en termes de protection et souvent aussi pas mal de problèmes en termes de contrat et de collectif. C'est-à-dire que les nouvelles formes d'emploi, que ça soit toutes les formes d'emploi qui se sont développées dans le salariat sous forme précaire ou les nouveaux indépendants, globalement, il y a plus d'isolement. Il y a moins de collectifs de négociation et de protection. Il y a moins de protection de manière générale, puisqu'en général, ces catégories, quelles qu'elles soient, ont beaucoup de mal à avoir accès au chômage.
Et tout ça rejaillit évidemment sur le sens qu'on peut donner à son travail. Donc voilà, constat un peu, enfin, évidemment un peu sombre, mais bon, pas tellement étonnant. Ensuite, on a cherché ce qui pouvait exister, ce qui avait été inventé et qui pouvait déjà commencer à fournir des ébauches de réponses. Alors, on a trouvé 2 choses intéressantes qui ont été inventées par l'économie sociale et solidaire d'ailleurs, mais bref. Ce qu'on appelle les CAE, je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle les coopératives d'activité et d'emploi. C'est un truc pas du tout connu et qui en fait est vachement intéressant. C'est-à-dire que c'est des entrepreneurs individuels qui se mettent ensemble dans une scope et qui en fait développent chacun leur activité. Cette activité, le revenu de cette activité leur permettant d'être salariés par la scope et donc travaillent ensemble. Alors plein d'avantages, on n'est plus seul, on bénéficie du salariat, on est accompagné, son risque de lancement d'activité est plus sécurisé. Un gros problème, c'est qu'en fait, c'est un CDI, et donc si on veut pouvoir bénéficier d'allocation chômage, il faut quitter la coopérative. Et donc si dans votre activité vous avez des phases de trou, vous n'avez aucune protection de votre revenu. Donc c'est probablement une des grosses faiblesses des CAE, qui aujourd'hui d'ailleurs, enfin les CAE c'est un monde très très vivant, et ils réfléchissent vachement, ils proposent plein de trucs, ils ont envie de devenir un modèle pour demain, un modèle de travail et d'emploi pour demain. Mais c'est vraiment un modèle intéressant, mais qui aujourd'hui a vraiment des faiblesses. L'autre modèle qui est plus connu, c'est les groupements d'employeurs, donc qui se partagent des temps partiels, ce qui permet de proposer aux salariés des temps complets. Et puis un modèle qui est quand même intéressant, qui a lui été créé par l'État et les artistes, c'est le statut d'intermittent du spectacle, qui d'une certaine manière est probablement aujourd'hui le seul vrai statut de flexi-sécurité à la française. C'est-à-dire que en fait, il donne une grande flexibilité aux entreprises du spectacle, puisqu'elles peuvent faire, elles font des CDD d'usage d'une journée, donc voilà, flexibilité maximale aux entreprises, mais sécurité assez forte, je dis assez forte, parce que évidemment c'est relatif, mais assez forte en tout cas, meilleure que partout ailleurs et que toutes les autres statuts le proposent, pour les artistes et techniciens du spectacle, puisque s'ils travaillent 507 heures, ils sont protégés pendant 10 mois. Donc, ça permet de se former, de s'auto-former, de faire des propositions. Enfin bref, c'est quand même un statut très protecteur. Piste à réfléchir aussi pour l'avenir, même si je sais que ça ferait hurler beaucoup, est-ce qu'il faut ou pas étendre ce statut et à qui et comment. Et globalement, une fois qu'on a fait le tour de ce qui existait et des failles, la grosse faille, ça reste toujours dans un monde où l'on pense qu'il va y avoir de moins en moins d'emplois, ce qui ne veut pas dire qu'il y aura de moins en moins de travail à faire pour la société, mais en tout cas, on fait partie de ceux qui pensent que la révolution numérique va bouleverser complètement les emplois et va probablement éliminer énormément d'emplois. Il ne faut pas forcément le regretter, beaucoup de ces emplois étaient probablement pas très intéressants. Mais bon, voilà, donc on pourrait se retrouver dans une société qui a beaucoup moins besoin d'emplois. Et donc, par contre, il y aura toujours besoin du travail des individus qui participent, qui réfléchissent, qui font des trucs artistiques, qui participent à des associations, etc. Mais pour tout ça, dans une société de ce type-là, il faut qu'on puisse garantir à des gens un revenu. Et c'est pour ça que nos réflexions aujourd'hui se dirigent vers, en plusieurs étapes. On pourrait réfléchir à un revenu contributif, inspiré du statut des intermittents du spectacle. Et donc il y a une association qui s'appelle Ars Industrialis, qui est dirigée par Bernard Stiegler, qui est un philosophe et un penseur de l'ère numérique et du travail et de l'emploi à l'ère numérique,
qui va bientôt, ou qui a commencé une expérimentation en Seine-Saint-Denis sur justement ce que pourrait être ce revenu contributif. Mais il se donne une dizaine d'années pour la mener à bien. Hein, mais comment ça pourrait marcher? Qu'est-ce que ça pourrait être ce revenu contributif? Donc c'est une piste de réflexion qui nous semble très intéressante. Il y a aussi effectivement la piste de réflexion du revenu universel. Moi, je ne m'étends pas là-dessus. Il faut juste dire quel revenu universel, parce que le revenu universel aujourd'hui est une auberge espagnole. Chacun y met ce qu'il y veut et ça peut être absolument contradictoire. Il y a le revenu universel libéral qui, je pense, est extrêmement dangereux, ou libertarien, qui est super dangereux, qui est... on donne un petit pécule à chacun et puis il n'y a plus du tout de protection collective et puis chacun se démerde et on dira que chacun a eu les mêmes chances au départ. Et puis, il y a un revenu universel qu'on peut penser plus collectif, plus protégé, penser autrement. Mais à quel niveau? Enfin voilà, le revenu universel pose plein de questions, mais vous le poserez. Et il y a une première étape qui nous paraît intéressante, mais si on la développe et si on la remplit, c'est le CPA. C'est-à-dire le CPA, le compte professionnel d'activité, c'est une première étape pour détacher les droits de l'emploi et pour les attacher à l'individu. Par contre, aujourd'hui, globalement, ce n'est qu'un instrument, quoi. C'est une espèce de nouvelle trousse. Mais soit on y met plein de droits, et pourquoi n'y mettront pas, par exemple, une allocation de revenu universel? Et là, on serait dans un nouveau paradigme. Si ça reste une petite trousse, bon, voilà, ça restera une petite trousse, ça améliorera les choses, ça sera plus simple, on saura plus facilement les droits auxquels on peut faire appel et tout ça, mais ça ne changera pas la donne. Eh bien voilà, je crois que j'ai terminé. Merci Anne.